Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour ce premier atelier. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, qui était la vidéo de présentation que je vous remets ici au cas où vous ne l'avez pas vue encore, ces ateliers ont été menés dans des cours d'écriture créative un peu à l'américaine à la faculté d'Aix-en-Provence. L'objectif de ces cours était de faire travailler la langue aux étudiants, mais aussi de leur faire acquérir certaines compétences, et c'est aujourd'hui, je pense, ce qui vous intéresse. Aussi, dans ces ateliers, on ne se soucie pas du style, ça, on s'en fout. On va travailler par compétences, avec des exercices qui sont non pas applicables directement à ce que vous écrivez, mais qui entrent dans le champ d'exercice de votre écriture. Aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose qui peut paraître très facile au premier abord, mais qui pose des problèmes même aux plus expérimentés d'entre nous. Je veux parler du côté vraisemblable, ou la plausibilité d'un récit de fiction. Que vous écriviez du space opéra, de l'anticipation, du fantastique, du gothique, de la romance, du policier, de l'historique, etc., peu importe, il vous faut être plausible. Et c'est sur ça que nous allons travailler aujourd'hui. De manière générale, les auteurs, afin d'être le plus plausible possible, ont un réflexe qui est un réflexe utile, évidemment, mais qui n'est pas complet. Ce réflexe, c'est la recherche documentaire. La recherche documentaire, c'est très important, mais ce n'est pas suffisant. La recherche documentaire, en fait, constitue l'aspect objectif de votre documentation. C'est-à-dire que quand vous écrivez un récit qui se passe à Versailles sous Louis XIV, par exemple, effectivement, il y a des choses que vous aurez besoin de savoir. Mais rappelez-vous, vous n'écrivez pas un manuel d'histoire. Et donc, les seuls éléments objectifs ne peuvent pas rendre un récit vraisemblable ou plausible. Parce qu'il vous manque quoi? Il vous manque l'aspect humain. Et ce que je vais essayer de vous apprendre aujourd'hui, ou de vous faire perfectionner aujourd'hui, c'est de travailler, en fait, de faire en sorte que le côté objectif nourrisse le côté subjectif, et vice-versa, dans votre récit. Vidéo incluse, l'atelier du jour devrait vous prendre environ 2 à 3 heures pour être réalisé. Je dis environ parce qu'on a tous un rythme de travail différent, et même si je vous demande d'oublier absolument votre style, je sais qu'il y en a certains parmi vous qui arrivent à plus ou moins appliquer cette contrainte-là, et qui parfois ne savent pas se défaire de cette contrainte. Donc, on souffle, on se relaxe, et on essaye d'oublier cette contrainte-là qui est celle du style. Aujourd'hui, le style, on s'en fout. Et tant qu'à faire, quitte à se faciliter les choses jusqu'au bout, on ne va pas faire de grandes recherches, je ne vais pas vous demander d'écrire un truc sur Louis XIV à Versailles à tel moment de sa vie, non. On va travailler sur un matériau que vous connaissez tous déjà, que vous connaissez très bien, j'en suis certaine, vous-même. Et oui, parce que le mieux pour bosser sur le côté vraisemblable d'un récit de fiction, c'est quoi sinon soi-même? Vous allez me dire, mais oui, mais moi je suis pas une fiction, je suis pas originale, ma vie c'est juste banal et plan-plan. Oui, peut-être. Mais je suis sûre et certaine que dans votre existence, vous avez connu des moments un peu particuliers qui sortent de l'ordinaire ou qui simplement étaient pour vous des moments uniques. Ma foi, ces moments-là nous intéressent. Pourquoi? Parce que ce qui pour nous paraît, peu ambitieux et banal, etc., peut paraître extraordinaire et exotique pour n'importe qui. Moi, je sais que mon enfance en Provence me paraît tellement banale, mais il y a des souvenirs d'enfance que je partage des fois avec des amis qui n'ont pas vécu en Provence, et qui me disent « Mais waouh, c'est dingue ce que tu faisais quand t'étais petite !» Alors que pour moi, c'était genre aller à la plage tous les week-ends. C'est sûr que quand t'habites en montagne, c'est un peu plus délicat. Donc aujourd'hui, on travaille sur la plausibilité de votre récit, et gardez une chose en tête. Votre récit n'a pas besoin d'être vrai, ou à 100% exact, pour paraître plausible. Attention, je ne dis pas que les recherches sont inutiles, ou qu'elles doivent être passées à l'as, du tout. Je dis juste que vous devez penser à ça quand vous écrivez. Le déroulé maintenant. Première étape, vous allez choisir 2 anecdotes de votre enfance. 2 et pas plus. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y en aura une troisième, qui sera une anecdote, mais une fausse anecdote. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 vérités et un mensonge à raconter. Si vous manquez d'inspiration pour l'anecdote numéro 3, qui est donc celle du mensonge, je vous conseille de puiser dans la vérité. C'est généralement de là que viennent les meilleurs mensonges. Parce que oui, être écrivain, être un bon écrivain, c'est apprendre à mentir à son public et à lui faire croire que ce qu'il lit se produit vraiment sous ses yeux et que ses émotions sont réelles.
Alors évidemment, les émotions du lecteur sont réelles, mais sont provoquées à partir de choses qui, elles, ne le sont pas, et qui littéralement se déroulent dans sa tête. Bref, donc 3 anecdotes, 2 réelles et une inventée. Si pour l'inventer, comme je le disais, vous manquez d'inspiration, prenez quelque chose qui vous est vraiment arrivé et déformez-le jusqu'à en faire un mensonge. Deuxième étape. Je vais vous demander de traiter les 2 vérités exactement comme vous traitez le mensonge et vice-versa. Même traitement pour tout, égal résultat normalement identique. Je vais vous demander pour chaque anecdote de noter les grandes lignes du contexte qu'on dit objectif. Qui, que, quoi, dont, où, en gros. Une fois que vous avez ça, vous avez votre contexte en fait. Et la suite, simplement, c'est de noter non pas juste le déroulé exact, puisque c'est intéressant, évidemment, c'est votre fil rouge et fil conducteur, mais ça, vous savez déjà faire, c'est l'histoire de votre vie, je vais pas vous l'apprendre. Par contre, pour intéresser votre lecteur, pour l'amener dans votre histoire, et donc dans votre vérité ou votre mensonge, ce qu'il faut, ce sont des éléments subjectifs, qui tiennent de votre vécu, de votre ressenti, ou qui tiennent des détails que vous, en tant que personne unique, vous avez retenus, et que d'autres personnes n'auraient pas retenus. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, moi quand j'étais petite, je faisais du catéchisme, et le détail que j'ai retenu, c'était les soirées cinéma du samedi soir. Voilà. Catéchisme et cinéma. Et on regardait pas la vie de Moïse ou quoi que ce soit à un moment. On regardait genre la bête du Gévaudan en mangeant des pizzas. C'était super cool. Mais bref, là n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que l'anecdote là, elle vous donne à la fois un contexte, le catéchisme, mon âge à peu près, vous vous dites la bête du Gévaudan, elle devait avoir quand même plus de 13 ans. Non, j'avais 10 ans, mais c'est pas grave. Et le côté film et pizza, ça vous donne un aperçu de l'ambiance. Et ça se retient beaucoup plus que si je vous avais dit, quand j'étais petite, je faisais du catéchisme. On étudiait la vie de Moïse, on faisait blablabla, et à la fin, on mangeait des pizzas en regardant des films. Non, inversez, mettez le détail anecdotique amusant au début de votre anecdote, et ensuite brodez autour. Comme si vous faisiez un petit flashback. Quand j'étais petite, je regardais des films hyper effrayants quand j'étais au catéchisme avec mes amis et le prêtre. Mais évidemment, à côté de ça, on étudiait la Bible, et on était des enfants de cœur. Presque. Bref, après les grandes lignes, notez les détails amusants, mais aussi les détails pertinents, pardon. Et pour l'anecdote inventez ces détails. Pareil, partez du gros détail amusant, la grosse ficelle, et plus vous faites ça pour vos vérités, plus le mensonge passera inaperçu. Est-ce que ce que je vous ai raconté sur le catéchisme, c'était un mensonge ou une vérité d'après vous ? Ça peut paraître bizarre quand même. Réponse à la fin de la vidéo. Vous avez vos 3 anecdotes, dont 2 sont des vérités et une un mensonge. Vous avez vos grandes lignes, vous avez vos détails. Vous avez tout ou presque. Je vais vous demander d'écrire pour chaque anecdote un petit texte d'une longueur de 250 à 500 mots. Pas plus. N'allez pas chercher midi à 14h, ne faites pas un roman. Et, plutôt que de tester votre anecdote sur des gens qui vous connaissent très très bien, pourquoi ne pas tester d'abord sur des gens qui ne vous connaissent pas du tout ? C'est pour cela que je vous propose de poster vos anecdotes dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à le faire et surtout ne dites pas ce qui est vrai, ne dites pas ce qui est faux. N'hésitez pas non plus à les mélanger dans le sens où les 2 anecdotes du début qui sont les vraies et la fin c'est le mensonge, mettez le mensonge au début ou au milieu, ou laissez tel quel. Mais bref, mélangez pour laisser un élément de surprise. Et ce serait drôle si vous faisiez la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire que si vous lisiez vous-même les anecdotes des autres et essayez de deviner ce qui tient de la vérité et ce qui tient du mensonge. C'est un exercice très intéressant parce que du coup, par rapport à ce que vous avez écrit, vous allez pouvoir comparer. Mais pas de manière hiérarchisée ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne anecdote. Ce que je veux dire, c'est que regardez les autres, comment ils s'y sont pris. Et ça pourra vous apprendre beaucoup de choses. Et n'hésitez pas, pour les lecteurs qui ont deviné quel était vraiment le mensonge dans vos 3 anecdotes, ce qui leur a mis la puce à l'oreille. De manière à, pour une prochaine version, pourquoi pas, pouvoir camoufler davantage votre mensonge. Le fait de demander un retour des lecteurs, c'est aussi une manière de jouer sur ce qu'on appelle l'horizon d'attente du lecteur. C'est-à-dire la manière dont le lecteur s'attend déjà à percevoir votre texte avant même de commencer à le lire. Qu'est-ce qu'il s'attend à y trouver ? Un lecteur qui a vu cette vidéo va se dire « Ok, 3 anecdotes, un mensonge parmi eux. » Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher le mensonge, donc il va être à l'affût des éléments qui vont dire « Ceci est un mensonge ». Par contre, il ne va pas être à l'affût des éléments qui disent « Ceci est une vérité ». Donc le but, c'est pas tant de camoufler votre mensonge dans
une unité parfaite, mais de vous servir aussi les deux vérités qu'il y a juste avant ou au milieu, etc. ou autour. Par exemple, nous avions une jeune fille qui, dans le cours d'écriture créative que je donnais l'année dernière à la faculté d'Aix-en-Provence, qui disait avoir vécu sur une île de ses 3 à 6 ans. Elle était très seule, elle y vivait quasi nue, et surtout elle passait son temps à ramasser des coquillages, à manger du poisson, et à jouer avec les méduses au bout d'un bâton. De ses 3 à 6 ans, donc sur une île, toute seule. Et tout le monde évidemment lui a dit « mais c'est un mensonge !» Et non, c'était la vérité. En fait, elle a omis de dire des choses, elle a camouflé sa vérité en mensonge pour que le mensonge, juste derrière, passe pour une vérité. Et c'était assez extraordinairement bien joué, puisqu'elle a joué sur l'horizontal de son lecteur. En fait, c'est une vérité parce que elle a omis de dire que l'île c'était l'Australie, qu'elle vivait seule parce qu'en fait ses parents étaient français et elle aussi, et elle ne parlait pas anglais de 3 à 6 ans. Et ensuite, elle disait qu'elle mangeait du poisson, mais elle ne disait pas qui l'avait pêché, c'était son père ou sa mère, ou du poisson qu'ils avaient acheté sur un marché. Non, elle a joué sur l'horizon d'attente de son lecteur. Son lecteur qui s'est dit, ou son auditeur, là dans le cas précis, puisqu'elle l'a lu, son auditeur qui s'est dit « Ah, elle est seule sur une île, elle est forcément naufragée ». Vous voyez un peu comment ça se fait l'imaginaire, pouvez-vous en venir ? Juste après, il y a un étudiant qui nous a fait croire n'importe quoi. Il nous a fait croire qu'il avait participé à la Nouvelle Star et qu'il avait failli être pris. Sa stratégie, c'était de passer par l'émotion. Et en fait, il nous a dit des choses qui, selon nous, ne pouvaient être reçues que par quelqu'un qui y avait vraiment participé. Comme par exemple, l'odeur des vestiaires, les cadeaux offerts à l'entrée par l'équipe aux participants, les détails sur les badges, les détails des relations entre participants, les gens qui participent au casting, etc. C'était très bien fait, c'était même tellement bien fait qu'en fait on y a cru. Et il nous a pas dit ça se passe comme ci, comme ça, il ne doit pas faire un descriptif. En fait, il nous a donné du vivant. Et c'est ça qui a fait qu'on a avalé le mensonge, la couleuvre, jusqu'au bout. Donc voilà, je vous invite à poster votre travail dans les commentaires. Évidemment, je regarderai ça avec attention et je lirai vos petites histoires avec beaucoup de curiosité. Et j'essaierai de deviner moi aussi ce qui relève du mensonge ou de la vérité. Quant à l'histoire personnelle que je vous ai racontée, ou le petit bout d'histoire, c'est la vérité. On faisait vraiment ça et on montait même des pièces de théâtre en fait. Qui n'étaient même pas des pièces de théâtre, c'était des genres de comédie musicale cheap, version années 90. C'était la période, hein, on était en plein dedans et on avait voulu faire notre propre version de Moïse en comédie musicale. Et c'était très drôle parce que le père Maurice était mort de rire parce qu'on avait utilisé The Corrs, son groupe irlandais, dans une pièce musicale sur Moïse. Je vous retrouve dans un mois pour une nouvelle vidéo avec un nouvel atelier sur un sujet qui j'espère saura vous intéresser aussi et vous sera très utile. Mais en tout cas, ce sera très différent car oui, j'entends varier les plaisirs. D'ici là, écrivez bien et surtout, mentez-moi bien. Ciao, ciao. The sun lays so brightly